Bonjour à tous et bienvenue au Maybe Planet. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou le déni péremptoire. Alors ce soir, vous l'avez reconnu, je suis avec Christian Doumergue. Christian, comment vas-tu? Ah ben, ça va très bien Pascal. Bon, moi j'étais impatient d'enregistrer cette deuxième partie parce que, amis spectateurs, vous avez peut-être vu la première partie de cette émission. Il faut savoir qu'on l'a enregistrée un dimanche et l'autre dimanche. Vous les verrez avec un petit décalage. Et c'est vrai qu'on avait arrêté la première émission avec un suspense intenable. Et j'ai dit à Christian, non, il faut qu'on fasse une deuxième émission, il faut absolument pas bâcler tout ce qui reste à dire, de le dire en 10 minutes parce qu'on n'a plus le temps. Hein. Donc ça mérite vraiment un développement d'une émission. Alors, comme la dernière fois, bien sûr, si vous n'avez pas lu Le secret dévoilé de Christian Doumergue, on vous invite peut-être à d'abord le lire. Parce qu'on risque de spoiler un petit peu 2-3 infos importantes. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire. Et je pense que ça rendra l'émission encore meilleure et encore plus savoureuse. Alors Christian, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on fasse un rapide résumé de ce qu'on a déjà vu dans la première émission, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. On a tracé dans la première émission l'histoire de l'abbé Sommière, début des années 1900, telle que tu as pu la retracer à travers tes recherches dans les archives départementales et autres. Et en soi, c'est déjà une histoire assez riche, je trouve, très honnêtement. Ensuite, on a discuté de ce Noël Corbu, qui est un personnage aussi très important de l'histoire de Rennes-le-Château. Hein. C'est un petit peu lui qui a commencé à marketer l'histoire du trésor de l'abbé Sommière, avec l'arrivée de chasseurs de trésors célèbres, tels Robert Charroux, bien entendu. Et puis, on avait fini l'émission en expliquant quand même que cette histoire de trésor, il y avait quand même une réalité historique, puisque, effectivement, les Wisigoths s'étaient quand même fait attraper en bataille rangée par Alaric II, et que ça s'était pas très bien passé pour eux. Donc voilà, il y a quand même ce doute, ce voile sur un trésor Wisigoth qui n'avait pas peut-être été retrouvé. Donc on s'était arrêté là. Mais on va rentrer aujourd'hui, voilà, on met la seconde, la troisième, la quatrième, parce que là, on va rentrer vraiment dans la dimension, je dirais, exceptionnelle, je trouve, de cette affaire, puisque, en point de départ de cette émission, on va parler peut-être, tu vas peut-être me le confirmer, mais du livre qui a vraiment mis le feu aux poudres pour l'histoire de Rennes-le-Château. C'est ce fameux livre de Gérard de Sède qui s'appelle L'Or de Rennes. Oui, c'est le livre. Alors, peut-être pas qui a mis le feu aux poudres, parce que le feu aux poudres avait été mis précédemment par les articles qui avaient été écrits sur le trésor et qui avaient vraiment enflammé l'imagination, le curé Aumière dans la Dépêche du Midi en 1956. Mais L'Or de Rennes, qui paraît en 67, lui, il va ouvrir une nouvelle dimension, en fait. Ça serait plutôt ce terme-là que j'emploierais, ouvrir une nouvelle dimension, parce qu'il va complètement changer le paradigme, en fait. En gros, jusque-là, les chercheurs de trésors viennent à Rennes-le-Château en cherchant de façon empirique, avec des pelles, des pioches et de la dynamite. Donc, on met tous en dessus-dessous, surtout dans le village et puis un petit peu autour. Il n'y a pas de raisonnement, en fait. Et à partir de ce livre-là, il y a un postulat qui va apparaître et qui va s'imposer dans les esprits. C'est qu'il y a un codage dans l'Église, en fait. L'abbé Sommière aurait laissé un message, une sorte de carte au trésor symbolique dans la décoration de son Église. Et donc, à partir de là, les chercheurs vont commencer à raisonner avec la tête. Et ça va progressivement déboucher sur toute autre chose, en fait. Ça, c'est l'effet immédiat du livre. Et puis, il y a ce que j'ai mis en avant dans mon propre ouvrage, Le secret dévoilé, c'est que ce livre-là, symboliquement, il portait bien plus que ça, en fait. Il racontait autre chose que l'histoire de trésors. Et de façon inconsciente, en fait, il a progressivement amené les chercheurs à s'intéresser à autre chose qu'à une simple recherche type l'île au trésor. Maintenant, Christian, moi j'ai eu la chance d'aller à Rennes-le-Château, donc j'ai eu la chance de rentrer dans l'église. C'est vrai que, alors je vais être un petit peu trivial, mais tu as l'impression de rentrer dans une espèce d'escape game quand même. Tu as l'impression que tout est codé, qu'il y a un message sous chaque pierre, quoi. Rien que l'entrée avec ce diable, tu te dis, mais que fait ce diable à l'entrée d'une église quand même?
c'est vrai qu'il y a le diable qui surprend, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la petite église de Rennes. C'est une petite église, hein, c'est pas un grand monument en termes de taille. Mais dès qu'on rentre, on est confronté effectivement à une statue du diable qui est dans une position assez étrange. Il est sous le bénitier, il est assis. Et c'est ça qui va être intéressant avec l'Ordre de Rennes de Gérard de Sète, c'est qu'il va nous dire attardez-vous sur ce diable et sur sa posture particulière. Il est assis, mais il n'y a pas de fauteuil. Il n'y a pas de fauteuil. Il est en suspens. Or, pas très loin de Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, par contre, il y a une roche taillée qui s'appelle le fauteuil du diable. Est-ce que symboliquement, ce diable à l'entrée de l'église, il renverrait pas ça? Surtout que regardez sa main. Sa main, elle dessine un cercle. C'est très étrange comme geste. Elle dessine un cercle, voilà, comme ça. À côté du fauteuil du diable, à Rennes-les-Bains, il y a une source. Et cette source s'appelle la source du cercle. Donc, voilà, ce diable, peut-être que symboliquement, il nous renvoie à ce rocher, à cette source, surtout qu'au-dessus du diable dans l'église de Rennes-le-Château, on a un médaillon rouge avec les lettres BS. Alors évidemment, ça peut être Béranger Saunière, mais c'est un peu orgueilleux pour un curé de marquer ses initiales comme ça à l'entrée de l'église. Par contre, ça peut être aussi BS pour Blanc-et-Sals, 2 cours d'eau qui se rejoignent précisément pas très loin du fauteuil du diable et de la source du cercle. Donc voilà, tout cet assemblage en fait serait une espèce de carte codée. Il y a d'autres détails qu'on remarque, tu parles d'un escape game, mais c'est vrai qu'il y a un autre détail très singulier qui moi vraiment me captive. C'est dans le grand bas-relief en fait qui surmonte le confessionnal. De part et d'autre, on a des fresques paysagères, donc les chercheurs se disent peut-être que les rochers qui sont représentés là renvoient à des rochers réels dans les environs de Rennes-le-Château, et donc plusieurs les ont cherchés, ces rochers. Et il y a un élément très intéressant dans cette fresque, c'est un curé qui est représenté, peint en soutane, avec un parapluie à la main. Or, Saunière, sur plusieurs cartes postales qu'il a fait éditer, pose précisément avec un parapluie. Donc, manifestement, c'est Saunière qui s'est auto-représenté dans ce paysage, et il s'est auto-représenté avec une espèce de parchemin à la main. Et quand on regarde toujours sur cette fresque, on voit dans des broussailles une espèce de chapiteau antique. Donc, est-ce que Saunière s'est pas représenté en train de chercher quelque chose, et est-ce que ces rochers qu'il a fait figurer ne représenteraient pas des jalons sur un jeu de piste? Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de ce point de vue-là qui est captivant dans cette église. C'est vraiment l'impression qu'on a. On rentre et on se dit, il y a quelque chose à comprendre, mais il faut que j'arrive à le comprendre. Et c'est un peu ce qu'il y a en filigrane dans ton livre, c'est de dire, il y a peut-être quelque chose que les autres n'ont pas vu et que je vais peut-être voir moi, quoi. C'est une motivation, on va dire, quand même, malgré tout, quoi. Trouver le détail qui fera la différence. Oui, je pense que en fait, dès qu'on débarque à Rennes-le-Château, pour avoir discuté avec pas mal de personnes et puis de passionnés de l'affaire, de gens qui sont vraiment restés dans cette histoire et qui en sortent plus, en fait, parce que c'est un petit peu ça. Pour beaucoup d'entre nous, on découvre cette histoire par différents biais, on commence à s'y intéresser, puis on n'en sort pas, et certains y consacrent leur vie véritablement. Et il y a toujours cette phase de se dire, on a l'impression de découvrir quelque chose. Ça paraît tellement extraordinaire qu'on se dit c'est pas possible, enfin il faut vraiment que je m'intéresse à ça, et on commence à voir des symboles, effectivement, tout un tas de choses, on interprète et on est convaincu qu'il y a une solution à cette énigme, et que on a l'impression de tracer des lignes entre ces différents points, comme sur ces fameux jeux qu'on avait quand on était gamin là, et on commence à relier les lignes, on voit apparaître certaines choses et on se dit mais personne n'a parlé de ça. Donc on a ce sentiment effectivement qui est assez grisant dans un premier temps de dire peut-être que je vais y arriver. Et effectivement, pour certains d'entre nous, progressivement, on met le doigt sur des jalons qui n'avaient pas été repérés jusque-là, pas forcément dans la symbolique de l'Église, mais dans l'affaire en général. Et moi, justement, une de ces pierres rejetées par les bâtisseurs, pour faire une métaphore, c'était le bouquin de Gérard de Sède. Parce que en lisant ce livre progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses qui n'avaient jamais été remarquées dans cet ouvrage, et qu'il y avait une affaire dans l'affaire, en fait. Voilà. C'est-à-dire que ce livre, on l'a considéré dans un premier temps comme une enquête historique, journalistique, puisque de Sède était journaliste, mais il n'était pas que ça, c'est ce que j'explique dans le livre. Et donc, on l'a pris au premier degré comme une enquête, et ça a passionné les foules, forcément, parce que l'histoire que racontait de Sède, c'était une histoire de l'abbé Saunière qui n'avait pas été racontée jusqu'à présent.
Il y avait tout un tas d'éléments qui étaient absolument fascinants, qui rajoutaient encore au mystère. Bérengère Saunière, Amande des Macalvé, par exemple, qui était la grande cantatrice de l'époque, l'équivalent de Maria Callas pour cette période-là. Ça a frappé les esprits, forcément. C'est fascinant de se dire, ce modeste curé de campagne, il finit au bras de cette grande cantatrice qui fait des tournées aux États-Unis, qui est reçue par la reine Victoria de façon très intime. Donc voilà, ce bouquin-là, il a fasciné. Et puis, il y a eu une contre-enquête progressivement. Les gens ont cherché à vérifier les éléments avancés par Gérard de Sède. Et là, le rêve a un petit peu éclaté parce qu'on s'est rendu compte que si on cherchait des preuves à beaucoup d'affirmations de Gérard de Sède, on ne trouvait rien. C'est-à-dire que tout semblait sorti d'un chapeau magique. Et c'était le cas pour un certain nombre de choses, effectivement, qui ont été inventées de toutes pièces, manifestement. Et donc, le bouquin, à partir de là, il a pris une autre coloration. On s'est dit, en fait, c'est une imposture, c'est un fantasme, c'est un roman, c'est pas une enquête. Et il y a eu une réaction de rejet. Et puis, en lisant ce bouquin, je me suis dit, ouais, mais peut-être pas si vite. Toi, tu as quand même été, enfin, on va être clair, tu as été beaucoup aidé quand même par tes études, qui sont des études de lettres. Ça t'a donné quand même justement un recul et une vision que des gens, on va dire les choses, qui n'ont pas fait ce type d'études ne peuvent pas avoir. Enfin, le commun des mortels n'aurait pas pu voir ce que tu as vu, en fait. Oui, parce que c'est vrai que j'ai un double cursus en archéologie et en lettres modernes. Et c'est vrai que le côté lettres modernes, les deux disciplines sont complémentaires. Une, c'est une analyse vraiment critique, rationnelle des choses, et l'autre, la littérature, en fait, l'analyse littéraire, elle a cela d'intéressant qu'elle nous invite à essayer de voir ce qu'il y a derrière les textes, en fait. Ça induit un regard sur les implicites que fait l'auteur, par exemple, sur les termes qu'il emploie, la connotation des termes. Enfin, il y a toute une grille d'analyse, en fait, d'un texte. Et en lisant Gérard de Sède avec cette aptitude-là, avec ces réflexes-là, finalement, de l'analyse littéraire, je me suis dit, mais quand même, il fait tout un tas de sous-entendus dans son livre qui invitent à le lire autrement. Et par exemple, il est en train de forger la légende de Rennes-le-Château. C'est très clairement l'intention de ce livre-là. Et il y a des passages où il nous dit que la légende, eh bien, elle utilise un langage similaire au rêve et qu'elle utilise des métaphores et que parfois, il y a des erreurs de détail qui sont commises exprès pour nous signifier quelque chose de façon symbolique. Et il donne des clés de lecture comme ça et nous dit, par exemple, un nom de personnage dans un rêve ou une légende peut renvoyer à un lieu. Et donc, je me suis dit, on dirait vraiment que cet auteur-là nous donne des clés de lecture. Et ce qui me fascinait, c'est que Gérard de Sède, effectivement, avait lui aussi une double casquette. Il était journaliste, ça c'est certain, mais avant d'être journaliste, il avait été poète. Un poète qui appartenait au mouvement surréaliste, et il avait d'ailleurs côtoyé André Breton. On a des écrits surréalistes de Gérard de Sède qui avait publié, notamment dans La Main à plume, qui était une petite revue surréaliste. Et il avait écrit un texte, un poème, L'incendie habitable, entre autres, puisqu'il a écrit plusieurs textes surréalistes. Et je me suis dit, mais si on aborde ce texte, non pas comme une enquête d'un historien, mais comme un écrit d'un surréaliste, de quelqu'un qui a une intention de faire du symbolisme, en fait, et pas de faire une enquête journalistique, peut-être que ce texte prend une autre dimension. Et effectivement, il prend une toute autre dimension. J'ai pris ces clés de lecture que j'évoque et je me suis dit, ben, je vais faire un test. Je vais voir si je prends l'ensemble du bouquin de Gérard de Sède, est-ce que ça donne quelque chose? Alors, je vais juste prendre un exemple. Il y a des textes qu'on appelle les textes apocryphes qui ont été mis en circulation à la même époque, qui sont des écrits dont Gérard de Sède va s'inspirer d'ailleurs pour son livre. Alors, Christian, peut-être rappeler pour nos spectateurs qui ne connaissent pas ce terme, ce qu'est un apocryphe, en fait, parce que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Oui, absolument. Alors, un apocryphe, par définition, c'est un écrit caché. C'est un écrit caché. Donc, c'est vrai que quand on emploie le terme dans le langage courant, c'est surtout dans le domaine du religieux, en fait. On parle des textes apocryphes, c'est-à-dire tous les écrits, les évangiles notamment, qui n'ont pas été reconnus par l'Église et qui ont été mis de côté. Le plus célèbre, je pense que c'est le livre d'Enoch, quand même, qui est un apocryphe. Il y a le livre d'Enoch.
Absolument, quand dans même le contexte, oui, très qui a étonnant quand même. oui, très, très étonnant et qu'on peut Très étonnant, exploiter du point de vue ufologique parce qu'il y a, il y a- tout il y a- à il y a des fait. choses très surprenantes. Et donc, c'est tous ces écrits-là qui ont été condamnés, qui du coup étaient des écrits cachés, secrets, d'où leur nom. Et dans le contexte de l'affaire de Rennes, en fait, le terme écrit apocryphe, alors là, c'est vraiment une utilisation spécifique du terme dans le cadre de l'affaire de Rennes-le-Château. Ça désigne tout un tas de textes qui ont été déposés à la Bibliothèque nationale de France. Qui ont été déposés sous des noms d'emprunt. Donc, leur auteur, on peut le dire aujourd'hui, c'est Pierre Plantard, pour la plupart de ces Oui, textes-là. Pierre Plantard, sur lequel on va revenir au cours de on va l'émission. revenir. Ouais. Ces textes-là ont été déposés sous des faux noms et ont commencé, avant le livre de Gérard de Sède ou en parallèle de son livre, à raconter la même histoire, en fait. Ça a servi de preuve, ça a servi de caution, puisque Gérard de Sède, comme ça, peut les citer dans sa bibliographie en disant je ne sors pas tout ça d'un chapeau magique, il y a des textes, ils sont déposés à la Bibliothèque nationale de France, tout le monde peut les consulter. Et dans ces textes-là, il y en a un qui est important parce qu'il y a toute la trame du livre de Gérard de Sède à l'intérieur, et il est signé par une certaine Madeleine Blancassal, que de Sède va citer du coup dans son ouvrage. Alors, Madeleine Blancassal, on peut faire des recherches, cette femme n'a jamais existé. Mais on se rappelle Alors, les clés. ça, Alors, je Christian, finis juste sur les clés de oui, lecture. oui, 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 oui. Parce que juste sur moi, les c'est clés ce de qui... lecture. Je te laisse finir, pardon. Madeleine Blancassel, en fait, elle n'a jamais existé. Donc, on peut dire, vous voyez, c'est la preuve que tout ça est bien une imposture. Ici, tu as une femme qui n'a jamais existé. Ils l'ont inventée. Il l'a inventée. Elle n'existe pas. Sauf que si on prend cette clé de lecture des lieux qui peuvent se cacher symboliquement derrière le nom de personnage, eh bien, Madeleine, c'est la source de la Madeleine, qui est une source qui se trouve à Rennes-les-Bains et qui se trouve précisément pas très loin du croisement de la Blanque et de la Salse. Donc, Madeleine, Blanca-Salse, c'est la source de la Madeleine à côté de la Blanque et de la Salse. Donc, c'est un jalon symbolique, en fait, vous voyez. Et il y a plein de choses comme ça. Le même texte aurait été traduit, c'est quand on le feuillette, et aurait été traduit de l'allemand par un certain Walter Selsnazer. Alors, Walter, c'est pareil. Phonétiquement, Walter, c'est water, l'eau. Rennes-les-Bains est une station thermale avec multiples sources. Et Cels et Nazaire, c'est Saint-Cels et Saint-Nazaire, qui sont les deux saints à laquelle l'église de Rennes-les-Bains est dédiée, auquel l'église de Rennes-les-Bains est dédiée. Donc, voilà, on voit bien que ces clés symboliques marchent, et si on fait ça sur l'ensemble du livre de Gérard de Sède, eh bien, on obtient tout autre chose, et on se rend compte qu'il ne part pas vraiment d'un trésor matériel, mais qui sous-entend qu'il y a autre chose, qui d'ailleurs se situe pas à Rennes-le-Château, mais plutôt à Rennes-les-Bains, puisque c'est une période où, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de chercheurs qui gravitent autour de Rennes-le-Château s'intéressent beaucoup à Rennes-les-Bains. À l'époque, personne ne parlait de Rennes-les-Bains. Et il y avait tous ces sous-entendus qui nous aiguillaient vers cette seconde localité pas très loin de Rennes. Il y a combien de distance entre Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains à peu près? Quoi, une dizaine de kilomètres peut-être ou... Oui, très peu à vol d'oiseau. Oui, en voiture à peu près, et à vol d'oiseau encore moins, quoi. C'est voilà. vraiment deux localités voisines. Rennes et le château est sur une proéminence, sur une colline, et Rennes-les-Bains est dans une vallée voisine. C'est vraiment deux localités très très proches l'une de l'autre. Donc, moi, ma question, parce que c'est vrai que c'est quand même étonnant, quelqu'un peut presque de façon anonyme déposer un texte à la Bibliothèque de France, en fait. Ça m'a étonné. Oui, mais c'est là qu'on rentre effectivement dans des questions auxquelles on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que concernant certains de ces textes, il y a certains dépôts qui ont manifestement été antidatés d'ailleurs pour cautionner tout un discours mystérieux autour de certains de ces textes. Et là, ça pose question parce que ça veut dire qu'il y a sans doute eu à l'époque une complicité interne à l'institution pour permettre que ces textes y rentrent. Donc, ça soulève évidemment tout un tas de questions auxquelles honnêtement personne n'a de réponse au jour d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même une structuration, quoi. Enfin voilà, c'était. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui est fascinant, c'est que tout à l'heure je te disais, il y a une affaire dans l'affaire. C'est-à-dire que il y a à ce moment-là une manipulation qui est magistrale, puisqu'en fait, disons-le, derrière le livre de Gérard de Sède, il y a un autre homme. Gérard de Sède est un homme de paille dans cette histoire. Il y a un autre homme qui s'appelle Pierre Plantard derrière ce livre. Et Pierre Plantard a orchestré, en fait, mais de façon
tout à fait hallucinantes. Hein. J'entre dans les détails dans mon livre pour expliquer ça. Mais il a manipulé différents auteurs. Gérard de Sède en fait partie. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Jean-Pierre Deloup, par exemple, Alain Bretigny. Il y a eu le trio de l'énigme sacrée qui va paraître plusieurs années après, en 1982, parmi lesquels Henri Lincoln. En fait, tous ces auteurs-là ont été utilisés par Plantard, qui les a rencontrés, qui leur a donné des documents, qui leur a donné matière en fait pour leurs ouvrages et qui a influé sur ceux-ci avec plus ou moins de force. C'est-à-dire que clairement, lors de Rennes, le premier livre de Gérard de Sède sur le sujet, Plantard en a tracé le plan, donc il est vraiment très impliqué dans la rédaction de ce livre. Pour l'énigme sacrée, c'est une influence peut-être un peu plus distante, c'est-à-dire qu'il va fournir des documents, il va fournir des éléments, il va raconter une histoire, il ne va pas tracer le plan chapitre par chapitre du livre. Donc, il met un peu moins la main à la pâte sur ce livre-là, mais malgré tout, sans lui, ce livre n'existe pas, puisque tous les éléments nouveaux concernant tout ce qu'on va répéter après, c'est-à-dire le secret de Saunière, c'est pas un trésor, c'est la découverte d'un document qui remet en question l'histoire de l'Église, à savoir que Jésus aurait une descendance et que cette descendance aurait ensuite donné naissance à la dynastie des Mérovingiens. Tout ce discours-là, en fait, sans les éléments fournis par Pierre Plantard, voilà, il n'existait pas. Donc, et pendant des années, je vais juste refaire une boucle. Parce oui. que, effectivement, nous, aujourd'hui, c'est une théorie qui nous est familière. Mais oui, les amis, vous avez bien entendu. Ce qui sous-tend un petit peu tout ça, effectivement, c'est que Jésus a eu... Enfin, la théorie, hein, attention à ce que je dis quand même, la théorie défendue par Pierre Plantard, c'est que Jésus a eu une descendance, avec Marie, sur le coup, qui est venue en France, donc qui a accouché, ou qui avait déjà accouché, en tout cas, descendance en France. Et c'est cette descendance qui a donné un petit peu, on va dire, le principal courant, les rois de France auraient commencé avec la descendance de Jésus. Voilà, c'est quand même le thème, quoi. Oui, la première dynastie royale française. Après, il y en a eu d'autres. Oui, mais c'est alors évidemment. Je suis bien d'accord avec toi, c'est hypothétique, il n'y a absolument aucune preuve de ça, et très certainement, c'est inventé de toutes pièces. Mais à l'époque, ça a fasciné les esprits, et l'énigme sacrée a été un vrai best-seller. L'équivalent de Da Vinci Code plus récemment, qui est une réactualisation romanesque des mêmes théories, en fait. La brique. Ah oui, c'est un sacré pavé. C'est un sacré pavé, mais qui a passionné les foules et qui a attiré un nouveau public à Rennes le Château, en fait. À la différence d'un Da Vinci Code qui est vendu comme un roman, alors ok, peut-être avec en filigrane des vérités qu'il a obtenues. Bon, l'énigme sacrée, c'est vendu comme un documentaire, quoi. On va dire les choses. Hein. C'est pas vendu comme un roman. Absolument, c'est vendu comme une enquête. Alors, des fois, les auteurs sont prudents. Effectivement, le terme hypothèse revient plusieurs fois dans le livre. Ils on formule une hypothèse. Ils sont pas forcément affirmatifs, mais n'empêche que c'est vendu comme une enquête journalistique et qu'à l'époque, ça va avoir un succès, un petit peu un succès de scandale d'ailleurs. Mais ça va amener tout un public nouveau à Rennes-le-Château, puisqu'à partir de là, Rennes-le-Château va devenir l'épicentre d'un questionnement religieux autour de Jésus, de Marie-Madeleine, de ce que vraiment ils ont vécu l'un et l'autre. Et après, le public des chercheurs de trésors, eh bien là, il y a un public qui est plutôt en quête spirituelle qui va arriver. Et ça préfigure ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est pour ça que je disais que le livre de Gérard de Sède avait ouvert à une autre dimension. L'œuvre continue avec l'énigme sacrée, c'est-à-dire chaque fois on ouvre une nouvelle porte qui va plus loin. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que dès le livre de Gérard de Sède, en filigrane et de façon symbolique, il y avait déjà toute cette histoire qui était racontée. Il nous faisait comprendre que le fin mot de l'histoire de Rennes, c'était quelque chose qui concernait une hérésie qui était liée au premier christianisme. C'était écrit en tout petit. C'est passé complètement inaperçu à l'époque parce qu'évidemment, tout le monde était focalisé sur l'or de Rennes. Et puis, c'était le titre de l'ouvrage. Et puis, de Sède, a priori, au premier degré, ne parlait que de ça. Mais il y avait tout un tas de sous-entendus déjà, puisque sur la fin du livre, il disait que, alors là, on n'a aucune preuve de ça, et c'est une invention de Sède et de ses inspirateurs. À la fin du livre, il disait à un moment que Saunière voulait bâtir une tour gigantesque qui n'a jamais vu le jour, du haut de laquelle il prêcherait une nouvelle religion. Donc, il y avait déjà ça qui était sous-entendu, mais à l'époque, c'est passé complètement inaperçu, parce que les gens n'étaient pas prêts pour voir ça.
Et puis, c'est ce qui s'est passé avec tous les écrits qui ont été publiés à l'époque. C'est-à-dire que Plantard a inspiré d'autres auteurs. Dans tous ses écrits, il a donné des clés de lecture symboliques de l'affaire de Rennes. Il a évoqué Marie-Madeleine, il a déjà évoqué le féminin sacré, et puis d'autres sujets sur lesquels on arrivera sans doute durant cette émission. Et personne n'a vu ça à l'époque, parce que personne n'était prêt à voir ça. C'était pas le public, et c'était pas les attentes du public, en fait. C'est ça, en fait. Mais puis c'était tellement inattendu aussi, peut-être, que... Enfin, voilà. Je Oui, dirais et que puis, c'était tellement énorme que qu'on ne le voyait pas tellement c'était là, quoi. Enfin, tellement c'était énorme. oui, absolument. Et Plantard, en fait, ce qui est fascinant dans cette manipulation, c'est qu'il s'est engagé de gens qui étaient habitués à ce genre de jeu littéraire, en fait. Il s'est notamment entouré de Philippe de Chérisey. Philippe de Chérisey qui a aidé Plantard à rédiger un certain nombre de textes et qui a constitué un véritable duo avec lui. Alors, Philippe de Chérisey, il était très fort pour ça, en fait, ce genre de fabrication. Il y a un bouquin qu'il a publié qui s'appelle Livre à vendre. Livre à vendre qu'il a publié avec Roland Dubiliard, qui était un de ses compères radiophoniques. Et alors là, c'est très marrant parce qu'il publie en 79. Et quand on regarde la quatrième de couverture de ce livre, il y a le prix Goncourt 1979 qui est écrit en très très gros. Et quand on regarde les catalogues de bouquinistes aujourd'hui, effectivement, ce bouquin est mentionné par certains sur leur notice comme ayant obtenu le prix Goncourt. Mais quand on a le livre en main, on regarde, il y a un jeu typographique parce que juste au-dessus de cette énorme mention, il y a marqué en tout petit « Ce livre n'a pas encore obtenu le… » Voilà. Et c'est drôle, ça fait partie de cet humour de moi, ça me Philippe fait de rire, c'est Chérisey. clair. Moi, ça m'amuse aussi. Mais alors, c'est aussi une technique d'écriture, c'est-à-dire que c'est révélateur, et c'est ce qui s'est passé avec le mythe de Rennes. Il ne faut pas regarder ce qui a été écrit en très gros dans ce mythe par tous ces hommes-là. Il faut regarder les petites indications qui sont juste à côté, mais que personne ne lit parce qu'elles se voient à peine. Et c'est exactement ça qui se passe, notamment avec l'énigme sacrée, c'est-à-dire qu'évidemment, a priori, ça raconte cette histoire cachée, Jésus, Marie-Madeleine, la descendance mérovingienne, mais ce livre-là, comme les autres inspirés par ce petit groupe, en fait, derrière ce gros message, il raconte autre chose et il invite à comprendre autre chose. Voilà, et c'est le parti que j'ai pris, moi, quand j'ai commencé à reprendre tous ces bouquins. C'est voir les notes marginales, les petites indications que personne n'avait remarquées, et ça m'a permis d'approcher cette mystification sous un angle tout à fait nouveau. Je dirais même que tu ne t'es pas fourvoyé, puisque tu ne t'es pas retrouvé face à des impasses, mais face justement, à chaque fois que tu ouvrais une porte, tu voyais bien qu'il y avait quelque chose derrière. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même sur ce Pierre Plantard, parce que des auteurs que tu m'indiques, c'est pas des, comment dire, c'est pas des marionnettes, les gars. Gérard de Sède, à l'époque, il est déjà en place. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a besoin spécialement de notoriété. Et on pourrait penser comme ça qu'il s'est laissé manipuler, piloter par Pierre Plantard. C'est pas le seul. Donc, on se dit que ça devait être quelqu'un avec une personnalité vraiment très particulière pour arriver à ses fins. Alors, il me fait penser à quelqu'un de plus contemporain, mais on va pas donner son nom, mais il devait être très fort quand même, il devait avoir une aura et des connaissances particulières quand même. Oui, alors il y a plein de choses dans ta question. C'est quelqu'un de particulier du point de vue de son aura, déjà, parce qu'il y a une mise en scène du personnage. Ouais. J'ai discuté avec Henry Lincoln, notamment, donc un des trois auteurs de l'énigme sacrée, qui a rencontré Plantard. Et ce qui était intéressant dans ces discussions, c'est que j'ai bien compris comment Plantard pouvait impressionner les gens. Par exemple, il ne mangeait pas en public. Il ne mangeait pas en public. Ça fait partie voilà, d'un mythe ésotérique, d'un vieux mythe ésotérique. Certains initiés ne mangent pas en public. Donc, il a utilisé des vieux archétypes comme ça pour impressionner. Et Lincoln me racontait qu'un jour, il avait été surpris parce qu'il s'installe dans un café parisien. Plantard ne prenait jamais rien. Et là, d'un coup, il prend un café. Alors, Henry Lincoln est un peu déconcerté. Et Plantard, avec son air mystérieux, lui fait « Maintenant, avec vous, je peux ». Donc, voilà, ça fait partie de ces techniques de manipulation, de mise en scène. Et Plantard, c'est un magicien. Il y a un petit côté conte de Saint-Germain aussi, alors, dans tout ça, non? Oui, il y a ce côté mise en scène. Je le compare un peu… j'aime beaucoup le réalisateur Christopher Nolan, tous ses films, et notamment Le Prestige, qui est un film extraordinaire.
Et dans le prestige, voilà, le magicien qui réussit son tour de la façon la plus parfaite, c'est celui qui consacre toute sa vie à son tour et qui le joue en permanence, en fait. Et Plantard, c'est un peu ça, c'est ce tour de prestige, c'est-à-dire qu'il s'est mis en scène lui-même pour que son tour de magie fonctionne. Et ça a fonctionné puisque ces gens-là ont été fascinés. Alors certains ont eu après un désamour profond pour Plantard parce qu'ils se sont sentis à un moment donné manipulés. On a plusieurs exemples de personnages qui ont complètement décroché de lui et qui avaient une relation d'amour, mais pas, enfin, dans le sens d'admirer Plantard, Oui, voilà, et qui d'un coup de vénération, presque, de vénération, voilà, c'est ça, et qui d'un coup se sont pris de haine à son égard parce qu'ils s'étaient sentis manipulés. C'est ce qui est arrivé à un moment donné à De Sède. Alors, on ne peut pas parler de haine, mais à un moment donné, De Sède, j'ai recueilli quelques témoignages là aussi, De Sède a pris conscience qu'il était manipulé, mais il a surtout pris conscience qu'il y avait quelque chose qui lui échappait complètement dans cette manipulation. Il ne savait plus qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de lui, et donc il a voulu mener sa propre enquête et essayer de doubler Plantard. Ça a donné lieu à un autre livre signé Rosecroix, qui est une réécriture de l'Or de Rennes avec d'autres éléments, et puis Gérard de Sède a continué son enquête. Et puis il y a des personnes qui se sont senties manipulées, comme Jean-Pierre Deloup et Jacques Bretigny, mais qui, eux, ils l'ont dit clairement, oui, on a été manipulés, on le sait, on en a pris conscience. Tous deux ont écrit un livre qui s'appelle Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, qui, à l'époque, avait été un beau succès de librairie aussi, publié par les éditions Atlas, donc avec une large diffusion. Eux ont pris conscience qu'ils avaient été manipulés, mais ce qu'ils ont dit par la suite, c'est « oui, mais on sait qu'on a participé à un grand jeu métaphysique ». Donc, il n'y a eu aucune rancœur à l'égard de Plantard, parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient participé à quelque chose qui les dépassait, que ce n'était pas une question d'ego ou d'individu, mais que c'était une manipulation métaphysique, et c'est ça l'affaire de Rennes et la mystification autour de Rennes. Il y a vraiment cette dimension-là, et c'est pour ça que ça marche encore aujourd'hui, parce que il faut bien dire les choses là aussi sur le côté unique de cette affaire de Rennes-le-Château. C'est-à-dire qu'il y a encore des dizaines de livres qui sont publiés chaque année sur le sujet. Il n'y a pas un autre équivalent. Partout dans le monde. Partout dans le monde, bien sûr. Oui, il y a toute une littérature anglo-saxonne sur le sujet. Il n'y a pas une affaire de trésor dans le monde qui ait une telle résonance et puis une telle durée de vie qui soit sans cesse renouvelée de cette façon-là. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a eu ce premier livre, L'Or de Rennes, et qu'il y en a eu quelques autres après, qui est Les Lignes Sacrées, et que ça a donné une dimension, d'une richesse incroyable à cette histoire. Puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que tous ces hommes-là ont structuré le mythe avec différents niveaux de lecture. Donc, on pouvait s'en tenir au premier niveau de lecture, une histoire de trésor. Et puis, on avait le choix d'aller plus loin. Il y a un texte qui a été écrit par Philippe de Chérisey, dont Plantard a dit qu'il avait au moins 6 niveaux de lecture. Donc, et c'est vrai que c'est un texte qui est tout à fait extraordinaire quand on commence à mettre le nez dedans. Et là où je te rejoins, quand tu me dis, en fait, tu as tout vérifié, oui, c'est ça qui est fascinant, c'est que j'ai émis des hypothèses, et chaque fois, c'est vérifié, ce qui permet d'aller plus loin. On n'est pas dans le délire interprétatif, il y a une méthodologie, et cette méthodologie fonctionne. J'ai pris l'exemple des clés de lecture, je me suis dit, je vais tester le truc, oui, ça fonctionne. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est ce que j'ai fait, et progressivement, ça m'a amené à lever le voile. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre Le secret dévoilé, sur la véritable nature de cette histoire, en fait. Parce que tu allais très loin quand même, justement, parce que Pierre Plantard, c'était un personnage pas si connu que ça. Et toi, tu as vraiment creusé le sujet, mais de façon hyper approfondie quand même. Et c'est là qu'on voit que Pierre Plantard ne crée pas ex nihilo, mais qu'il a lui-même des sources, des inspirations. Enfin, il est lui-même le produit de toute une culture, en fait. Absolument. Voilà, ça c'est le second aspect du personnage. C'est vrai qu'on a évoqué le magicien, donc le metteur en scène, et puis il y a celui qu'on pourrait appeler l'initié. Oui. C'est-à-dire que voilà, il y a tout un langage symbolique, ésotérique dans le mythe de Rennes tel qu'il a élaboré, notamment plein de références à l'Atlantide et à la tradition primordiale. C'est au cœur de l'affaire de Rennes et personne ne l'avait vu parce que Plantard, il a structuré ce mythe de Rennes. Plantard, il a structuré ce mythe de Rennes comme Dali a structuré ses tableaux. De façon stéréoscopique, c'est-à-dire qu'il a superposé deux images l'une sur l'autre, et suivant comment on regarde en fait ce tableau, on voit une ou l'autre image. Et suivant la culture ésotérique qu'on a, effectivement, il y a des choses qui apparaissent.
il y a toute une symbolique maçonnique, hein, notamment, qui est évidente quand on est familier au langage maçonnique. Et puis, il y a toute une symbolique atlantéenne qui est fascinante. L'image du poulpe, notamment, qui apparaît de façon subliminale. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le parcours de Plantard. Parce que, effectivement, c'est un homme fascinant. Je pense au spectateur qui ne connaît pas bien l'affaire de Rennes-le-Château, ou pas plus que ça, qui a déjà pris la première émission. Et là, on est en train de dire qu'il y a une théorie qui dit que Jésus a une descendance. Et maintenant, on est sur le mythe de l'Atlantide. Donc là, je pense qu'il y a certains spectateurs qui saignent un peu du nez, qui se disent « Waouh, ça va loin quand même ». Et oui, ça va loin, mais c'est étayé. C'est ça, le truc, c'est que là, on n'est pas dans un discours New Age où on connecte n'importe quel sujet à l'Atlantide. Non, on est dans une étude rigoureuse d'un mythe. Et quand on étudie le mythe tel qu'il a été fabriqué de façon littéraire par Pierre Plantard, il y a tout un réseau symbolique en fait, qui nous renvoie à l'Atlantide. Par exemple, Plantard a fait déposer à la Bibliothèque nationale de France un texte qui s'appelle Le Serpent rouge, qui décrit le périple d'un mystérieux pèlerin dans les environs de Rennes-le-Château. Et il y a plein d'allusions en fait, à Rennes-les-Bains. Et la quête de ce mystérieux pèlerin, c'est un lieu où repose la Belle Endormie. Alors, la Belle Endormie, reine d'un royaume disparu. Donc, bon, on peut imaginer que c'est Marie-Madeleine, on peut imaginer tout un tas de choses. Mais si on décrypte rigoureusement ce texte, on se rend compte que ce terme de Belle Endormie, il a été emprunté à un auteur et un ésotériste français qui s'appelle Paul Lecourt, auquel Plantard vouait vraiment une fascination, je veux dire, qui est indéniable. Paul Lecourt, fondateur d'Atlantis, donc c'est lui-même obsédé par l'Atlantide. Et pour Paul Lecourt, la Belle Endormie, c'est la tradition atlante qu'il va falloir retrouver, qu'il va falloir réveiller. Et Paul Lecourt a tissé lui-même, avant Plantard, dans les années 20-30, tout un tas de symboles autour de ce réveil de la tradition primordiale atlantéenne. Et parmi les symboles qu'il a créés, il y a celui du poulpe. Le poulpe qui, pour lui, il va l'apposer sur la plupart de ses publications. Et pour lui, c'est le réveil de cette tradition qui a été engloutie et qui va remonter à la surface. Et Plantard va utiliser ce poulpe dans le mythe de Rennes-le-Château, c'est-à-dire qu'il va fabriquer de faux documents, notamment de fausses pierres gravées sur lesquelles le poulpe apparaît. Alors, dans ces gravures-là, il ne dit pas que c'est un poulpe. Il dit c'est une araignée, ça symbolise, sur la carte au trésor, ça symbolise araignée, Rennes-le-Château. Donc voilà, c'est une carte au trésor. Sauf que si on regarde vraiment la façon dont cette araignée supposée est dessinée, c'est clairement le poulpe de Paul Lecourt qui a été apposé là. Donc, pour les familiers de Paul Lecourt, en fait, image stéréoscopique, c'est ce que je disais, deux images superposées l'une sur l'autre. Cette araignée, c'est le poulpe, donc c'est la tradition atlante, donc il y a quelque chose lié à l'Atlantide, à Rennes-le-Château. Et ce qui est fascinant, c'est que Plantard, qui est né en 1920, ses premiers écrits publics datent des années 40, je les ai consultés, ces écrits-là, et on voit qu'en fait, dès l'âge de 20 ans, il est obsédé par une seule chose, c'est la tradition, remonter à la source. Dès ses premiers écrits, ici de Paul Lecourt, et dès ses premiers écrits, il part de lieux où la tradition atlantéenne aurait été mise à l'abri. Alors, à l'époque, il parle du Mont Saint-Michel, notamment, sous lequel se trouverait une crypte. Enfin, c'est l'obsession d'une vie, puisque quand on file ces différentes publications, dans les années 60, il revient aussi sur le sujet, dans des publications qui ne concernent pas du tout Rennes-le-Château, mais il reparle de ça. Donc, qu'est-ce qui l'amène à Rennes-le-Château ? Pourquoi est-ce qu'il constitue un mythe où, en filigrane, il nous parle de l'Atlantide ? Voilà, ça ouvre énormément de questions. Et puis, en creusant ces pistes-là, je suis tombé sur des choses tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire que Plantard fait des clins d'œil à un site bien précis qui se trouve en Bourgogne, c'est le Hieron du Val d'Or. Et le Hieron du Val d'Or, alors, on est à Paray-le-Monial, en Bourgogne. Là, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que c'est de là que vient Paul Lecourt aussi. Il y a toute une histoire. C'est vrai que le temps est en train de passer, je vois le chronomètre, alors on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails. Oui, mais c'est clair. D'ailleurs, de toute façon, encore une fois, le but, c'est que vous lisiez le livre, encore une fois. Voilà, ne faites pas cette économie-là, l'émission ne remplacera pas le livre, ça c'est évident. Mais pour faire simple, alors du coup, le Hieron du Val d'Or, c'était une institution religieuse qui avait été créée fin 19e, début 20e, par un baron espagnol, Alexis de Sarachaga, et un père jésuite, le père Drevon. Sarachaga a consacré sa fortune à cette institution, dont le but était de retrouver la religion des origines.
puisque pour eux, le christianisme n'avait pas été inventé par Jésus. Il émanait d'une tradition primordiale qui avait été révélée bien avant et qui avait été révélée en Atlantide pour la première fois et qui ensuite, après la disparition de l'Atlantide, avait donné des rejetons en Égypte et puis sur nos terres gauloises chez les Celtes. Et le Héron du Val d'Or, le but de cet organisme religieux qui était catholique en apparence, c'était de retrouver sur notre sol des traces de cette religion atlante. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu des fouilles qui ont été financées par cette institution, notamment sur la roche de Solutré. Aujourd'hui, j'invite les auditeurs qui le peuvent à aller voir le Héron du Val d'Or, puisqu'il existe encore. Aujourd'hui, c'est un musée d'art sacré, donc ça a perdu un peu la dimension ésotérique, mais le bâtiment existe toujours et on peut voir des fresques qui datent de 1902. Pas toutes. Il y en a une qui est occultée. Il y en a une sur les 3 qui est occultée, mais il y en a 2 qu'on peut voir, dont une avec le sphinx et une porte entre les pattes du sphinx, donc qui renvoie au vieux mythe ésotérique de cette crypte qui se trouverait sous le sphinx avec des archives atlantes. Et il y a une autre des fresques qu'on peut voir qui se passe donc du coup sur le sol gaulois. On voit des Celtes en train d'ériger un dolmen, et puis on voit des falaises derrière avec des visages lisiaques tout à fait extraordinaires. Et puis il y avait une 3e fresque qui est cachée pour des raisons très mystérieuses. Et voilà. Et voilà. Il faut être clair, tout n'a pas été résolu. On va être clair. Non. C'est pour ça qu'à la fin, j'aimerais quand même, parce que le livre est sorti en 2012, oui, je dis pas de bêtises. C'est vrai que la dernière question que je veux absolument te poser, c'est depuis 2012, est-ce que tu as... Voilà, mais ça, je te la poserai à la fin, effectivement. Okay. Plantard aussi a croisé, enfin c'est plus que croisé, a une vraie histoire, non pas d'amour, mais en tout cas on va dire de rapport maître à élève avec une célèbre ésotériste des années 40 qui s'appelle Zoé Pell, je sais jamais le dire, Geneviève Zoé Pell, c'est ça? Geneviève Zepfel. Zepfel, voilà, je ne sais jamais le dire. Ouais. Alors, Zepfel, moi, je l'ai rencontré pour la première fois dans le livre de Philippe Baudouin, Les forces de l'ordre invisibles, le livre qu'il a écrit sur le gendarme tisané. Ce qui est étonnant, c'est que cette dame fait partie des rares ésotéristes, on va dire, qui ont été autorisés, ou en tout cas qui n'ont pas supporté les rafles ou en tout cas les interdictions du régime nazi dans les années 40 à 44 à Paris. Alors là, ouais, c'est une période trouble parce que c'est une période très trouble, et puis les positions des uns des autres sont assez compliquées à tirer. Il y a tout un tas de rapports de police sur Geneviève Zepfel qui était très surveillée, qui a une attitude qui est jugée ambiguë par certains, évidemment, puisqu'elle faisait partie de tout ce courant de pensée qui prônait l'émergence des États-Unis d'Europe. Plantard en a fait partie. Donc, évidemment, un rapprochement entre la France et l'Allemagne qui peut paraître suspect quand on regarde rétrospectivement les choses. Donc voilà, c'est un personnage, évidemment, qui est ambigu par certains égards. Geneviève Zepfel, qui a fait de la prison, enfin, qui a été inquiétée par les autorités aussi à un moment donné. C'est très difficile de démêler, en fait, ses prises de position par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était sous surveillance à l'époque, tout comme d'autres. Et qu'elle avait une audience importante et que les autorités la surveillaient par rapport à ça, par rapport à ses prédictions qu'elle donnait, ça le payait à la Paris. Donc, je veux dire, elle avait un auditoire qui était extrêmement important. Il y a cette relation avec Plantard. Qu'elle prend sous son aile, clairement. Il est adolescent et elle repère quelque chose chez lui. Voilà, c'est ça. Manifestement, elle repère un don et donc elle va financer ses premiers écrits, les premières structures plantardiennes, puisque c'est un mystificateur de naissance, Plantard. Il est habité par quelque chose. On peut le voir comme un imposteur. Moi, je le vois comme quelqu'un qui a été habité par quelque chose et qui a essayé d'acter cette chose qu'il habitait. Il a manipulé des gens. Il faut bien comprendre que lui-même a certainement été manipulé, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes derrière lui. C'est pas anodin quand
voilà, quand on a 20 ans et que d'un coup, la médium la plus connue du pays à l'époque décide avec son mari, René Zellweger, de financer les œuvres de ce jeune homme, c'est bien qu'elle a reconnu quelque chose en lui, un potentiel. Et ce qui est fascinant avec Geneviève Zellweger aussi, c'est que ça nous ramène sur les terres du Graal, parce qu'elle avait un manoir dans la forêt de Pimpon, qui est la forêt de Brocéliande, où elle a vécu tout un tas d'expériences très, très étranges. Et là aussi, quand on va sur les lieux et qu'on regarde les environs, il y a des choses très, très étonnantes quand on voit ce que Plantard a fait ensuite à Rennes-le-Château. Ouais, effectivement. Alors, c'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, le temps file. J'aimerais vraiment qu'on aborde quand même tes propres recherches, parce qu'effectivement, bon, tu allais un petit peu au bout d'où tu pouvais aller avec Plantard. En tout cas, il y a un moment, tu te retrouves dans cette position de te dire, ok, j'ai peut-être compris. Il y a ce moment toujours un petit peu, comment dire, de déséquilibre quelque part entre ce que tu comprends, de te dire, mais je suis peut-être allé au bout quelque part de l'affaire. Tu en parles. Alors attends, je vais peut-être essayer de retrouver ce que j'avais noté. Excuse-moi, je l'avais. Non, je le retrouve pas. Je suis désolé. Ça, je couperai. Parce que j'avais noté un passage où tu. Non, je suis désolé. En plus, je l'avais noté, mais je l'ai mal préparé. Où tu disais qu'en fait, tu étais à un moment où bah, tu te dis mince, mais peut-être que tout ça n'était qu'un jeu, en fait. Alors attends. Oui, bah, si tu veux, Alors, on attends. peut. Ouais, je suis désolé. Attends, je te demande de. Vas-y, prends le temps. Hein. Où nous emporte notre course, loin de tous les soleils. Nous nous allons. Ouais, c'est ce passage du gai savoir que tu cites, en fait. Hein. Et ce en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés, est-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas comme à travers d'un néant infini? L'espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous? Ne s'est-il pas mis à faire plus froid? En fait, si j'ai bien compris, c'est le moment où tu arrives un petit peu de ton analyse de l'histoire de Plantard et que tu dis, mais tout ça n'est qu'une invention au final. Enfin, Oui. tu l'as. Attends, je vais le refaire comme ça. Oui, vas-y, ouais, comme ça, ouais. Ouais, parce que là, c'était pas très propre. Christian, on arrive, dans ton livre, tu l'expliques bien, à ce moment où tu te dis, ok, j'ai compris l'affaire. Plantard, même si c'est quelqu'un d'intéressant, reste un mystificateur. Il a mystifié, il a manipulé. Il y a un moment où tu dis, est-ce que je suis allé au bout de Rennes-le-Château? Est-ce que j'ai passé du temps? Est-ce que ça a été utile? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à creuser? Tu te retrouves un petit peu devant cette espèce de vide abyssal, de dire, mais est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'ai perdu mon temps quelque part? C'est un peu ça, non, quand même? Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on arrive à un moment donné dans cette enquête face à un constat. Il y a eu une manipulation littéraire. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui m'a attiré à Rennes-le-Château, en fait, c'était faux. Voilà. Parce que quand j'ai découvert cette affaire, j'étais adolescent, j'ai cru à cette histoire. Comme beaucoup de personnes y ont cru. J'ai cru à cette relation avec Emma Calvé, à cette montée à Paris, à l'introduction dans des cénacles ésotériques, au tableau de Nicolas Poussin dont Béranger Saunier ramène une copie ici, tableau codé, etc. Enfin, toute cette fable-là, j'y ai cru, c'est ce qui m'a attiré dans cette histoire. Les parchemins, évidemment, les parchemins codés, tout ça. Et au final, je me rends compte qu'il n'y a aucune preuve de ça et que tout montre qu'en fait, ça a été fabriqué de toutes pièces. Et je me dis, bon, en fait, le rêve, il éclate, là. Il éclate. Cette histoire, c'est du vent, c'est-à-dire qu'il y a un fait divers local, un curé qui trouve sans doute un trésor. Oui, ça, c'est certain, parce qu'on a des éléments qui le montrent. Mais c'est pas le trésor colossal qu'on a pensé. Et puis, tout ce roman ésotérique autour, tout ça, c'est du vent. Et forcément, cette réaction, elle est humaine. D'autant que moi, je ne suis pas un croyant, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est dans la foi, je crois qu'il y a un monde invisible autour de nous, mais je ne suis pas un croyant dans le sens où je ne me rattache pas à une croyance en particulier. Je suis quelqu'un qui enquête. C'est très différent. Je n'arrive pas avec des certitudes toutes faites. Je n'arrive pas en me disant, voilà, l'énigme de Rennes, c'est ça. Et j'ai formulé différentes hypothèses, mais à aucun moment, je me suis dit, c'est ça la vérité. Voilà. La croyance, vérité, elle est constamment… La croyance, c'est un moteur pour toi, mais c'est pas une finalité. La finalité, c'est quand même la vérité, quoi. Absolument, la finalité, c'est la vérité. Je suis en quête de sens. Je crois qu'il y a un monde invisible qui nous échappe. Ça, c'est une certitude intérieure
qui me vient des origines, en fait. Je crois qu'on arrive avec la foi. Voilà. Et puis, après, on vit des fois des expériences qui confortent cette foi. Ça m'est arrivé de vivre des expériences que je ne peux pas expliquer si le monde est uniquement matériel et rationnel au sens scientiste du terme. Mais au-delà de ça, je me méfie de la croyance. La croyance, elle peut être nécessaire à un moment donné, mais il faut savoir la briser pour aller plus loin. Il ne faut pas s'enfermer dans une croyance donnée. Et moi, je suis pour une remise en question permanente, en fait, des choses. Et là, voilà, force est de constater qu'à un moment donné, j'arrive dans cette enquête à me dire, j'ai cru à un rêve. Oui, je suis d'un tempérament rêveur, donc je me suis fait attraper, comme d'autres se sont fait attraper. Et puis, il y a autre chose, en fait, en même temps qui émerge. C'est-à-dire, je me dis, oui, mais Plantard, il a jamais tiré aucun bénéfice de cette histoire. Aucun bénéfice financier, matériel. Bon. Il a consacré des décennies de sa vie à ce mythe, qui est élaboré avec une minutie incroyable. Quel moteur peut pousser un homme à faire ça? Alors, évidemment, on pourra dire, oui, la folie, effectivement, la folie, c'est une hypothèse. On peut, par folie, s'enfermer dans une obsession et consacrer sa vie à cette obsession. Mais quand même, ce qui m'a interpellé, moi, c'est que Plantard, oui, il a créé tout ce mythe. Mais quand on essaie de voir ce qu'il y a derrière Plantard, on trouve des choses. C'est-à-dire qu'il y a le Paray-le-Monial, le Héron du Val d'Or, par exemple. Il y a ce qu'on peut trouver en remontant le fil Geneviève Zeffel. Il y a ce qu'on trouve avec Paul Lecourt. Il y a d'autres lieux, en fait, en France, qui sont connectés à Plantard. Qui nous montre qu'il y a des sociétés initiatiques qui ont traversé les siècles et qui régulièrement ont véhiculé le même discours, à savoir qu'il y avait une tradition primordiale, qu'il y avait une science spirituelle première et que certains hommes, à certains moments de l'histoire, en avaient été les gardiens et avaient pu la faire réapparaître au grand jour ou au contraire la mettre sous le boisseau parce que les temps étaient troubles. Voilà ce qui ressort, c'est-à-dire que cette histoire de Rennes-le-Château, en fait, elle m'a amené à m'intéresser à tout un tas de mystérieuses connexions, tout un tas de sujets qui semblent pour certains distants, puisque ça nous amène dans la forêt de Brocéliande, ça nous amène en Bourgogne, ça nous amène en Haute-Savoie, ça nous amène dans plein de lieux. Mais en fait, dans tous ces lieux, on retrouve la même histoire. Et Plantard n'est pas né seul. Il y a toute une tradition ésotérique dont il a été le vecteur. Et qui continue, hein. Il continue aujourd'hui. Et ce qui est fascinant, c'est que voilà, j'ai continué du coup moi à chercher. C'est la nuit spirituelle en fait. C'est un parcours qui est inévitable dans la quête, qui a été évoqué par plusieurs saints comme Saint Jean de la Croix, la nuit obscure, ce qu'il appelle la nuit obscure, c'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où on ne voit plus Dieu, on ne le voit plus. On ne le voit plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Et quand on traverse cette nuit obscure, on finit par retrouver Dieu et la relation est encore plus forte parce qu'on n'a pas perdu la foi en fait. On a continué à marcher en sachant qu'il y avait quelque chose, même si on ne le voyait plus, même si on ne le sentait plus à l'œuvre. C'est un peu ça le mythe de Rennes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où forcément on va s'interroger, on va perdre des illusions, on va se dire ça c'était pas vrai, ça c'était faux, tout ça. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un jeu de poupées russes en fait, de poupées gigognes. On en ouvre une, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Et il faut aller jusqu'au cœur, vraiment au cœur de ce mystère. Et c'est mon livre, c'est un peu une invitation à ça. Le secret dévoilé, ça ne veut pas dire l'énigme résolue. Ça veut dire qu'on dévoile quelque chose. C'est un chemin. Voilà, c'est un chemin. Ça n'apporte pas des réponses définitives, mais ça ouvre des voies qui n'avaient pas été ouvertes jusque-là. Ça montre des directions et surtout, ça montre la profondeur de cette histoire et des connexions tout à fait insoupçonnées avec des sujets qui transcendent de très très loin une simple histoire de trésor et qui nous ramènent à la question des origines de l'humanité en fait. Alors ce que je te propose, on va garder secrète, en tout cas on ne va pas l'aborder dans l'émission parce que tes recherches ont continué et elles sont allées très loin, très honnêtement. Ça on va le garder, on va le garder secret pour les gens. Il faut absolument que vous lisiez on arrive aux 3/4 du livre à peu près à ce moment-là, parce que, on va dire les choses, historiquement, tes recherches t'ont mené quand même super loin par rapport à l'histoire de nos civilisations. Hein. Alors, je vous donne quelques indices. Marie-Madeleine, Ponce Pilate, Tibère, et
Un voyage en bateau, soi-disant guidé par les anges, et dans lequel, sur une peinture, on voit Marie-Madeleine avec un linceul. Voilà. Donc, mais on va garder tout ça secret. Oui, on va garder tout ça secret. On va pas en dire plus dans le cadre de cette émission, mais voilà, ce qui est fascinant dans ce dossier-là que tu viens d'évoquer, c'est que d'année en année, on est parti d'une hypothèse que j'ai formulée qui pouvait paraître un peu extravagante, et d'année en année, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai exhumé des documents, des éléments, alors qui sont pas des preuves d'un point de vue académique, mais qui tous convergent dans le même sens, dans la même direction, et certains de ces éléments sont vraiment très très étonnants, notamment se connecter à Tibère que tu as évoqué. Là, on arrive sur un lieu très précis que je mentionne dans le livre, et on y arrive avec non pas des pseudo-révélations ou des on m'a dit que, non, on y arrive avec des documents qui sont conservés dans des archives institutionnelles, donc j'insiste sur le terme, c'est pas des documents sortis d'un chapeau magique, c'est des documents qui sont conservés dans des archives institutionnelles, qui sont des documents dont l'origine n'est pas à remettre en question, quoi, et qui nous amènent à des conclusions tout à fait surprenantes. J'attends qu'on vienne te contester sur ces points, parce que les mecs, il faudra qu'ils aient du matos quand même, là. Oui, je crois. Là, il faudra quand même du matos. Alors, moi, ce que je te propose, parce qu'effectivement, on arrive à l'heure, mais c'est un sujet tellement vaste qu'effectivement, on pourrait faire 10 heures d'émission, je pense qu'on trouverait quand même à en dire. On va finir quand même pour aborder, parce que je m'y attendais pas. Alors, je m'y attendais pas, et en même temps, j'avais compris lors de la première émission qu'on avait fait avec Camille en 2020, j'avais compris qu'il y avait quand même quelque chose d'étonnant dans le secret dévoilé, mais en fait c'est dans l'idéologie de Plantard, parce que je ne pensais pas en trouver dans ce livre, mais l'idéologie de Plantard, les Atlantes, pour eux, les Atlantes en fait sont, on va dire les choses, sont des extraterrestres. On arrive directement dans les thèses néo-évéméristes. Ça m'a étonné. Oui. Absolument. Plantard était très, très imprégné par cette idée. Dans des textes, alors qui ne sont pas des textes sur Rennes-le-Château, mais qu'il a écrit dans des revues qu'il a éditées, il le dit clairement, l'Atlantide, c'est une colonie extraterrestre. Et en fait, ça vient de très loin, parce que ça vient notamment... Plantard a frayé dans pas mal de cercles ésotériques. On a évoqué la franc-maçonnerie, on a évoqué Paul Lecourt et le groupe Atlantis, le Héron du Val d'Or. Il y en a d'autres, mais parmi les personnes qui ont compté pour Plantard, il y a des théosophes, et notamment Gabriel Trarieux d'Egmont, qui était un théosophe. Et c'est vrai que certains théosophes ont insisté sur cet aspect-là de visiteurs venus d'ailleurs, qui seraient venus à certaines périodes sur Terre et qui seraient encore pour certains en certains lieux. Voilà. Et Plantard s'est rattaché à ces théories néo-évéméristes, notamment par l'entremise de la théosophie et de certains mouvements théosophiques qu'il mentionne. Gabriel Trarieux d'Egmont est régulièrement mentionné par Plantard, et quand on lit ses livres, c'est très clair. Il y a des êtres venus d'ailleurs qui sont sur Terre. Il présente même l'humanité comme une éternelle voyageuse, sous-entendant que une partie de l'humanité avait commencé son existence ailleurs, avait été amenée sur Terre à un certain moment. Et ça, c'est très présent chez Plantard. C'est très, très présent chez Plantard. Et il a inclus ça dans le mythe de Rennes-le-Château, notamment à travers le livre de Deloup et Bretigny, Rennes-le-Château, capitale secrète, où à un moment donné, c'est très surprenant, parce qu'à l'époque, là aussi, personne n'a noté ça à l'époque, alors que c'est clairement écrit. Il dit, mais non, mais le secret du prieuré de Sillon, donc prieuré de Sillon, c'est cette fameuse société secrète fictive que Plantard a amenée dans l'histoire de Rennes et qui a été popularisée par l'énigme sacrée avant de l'être à nouveau par Da Vinci Code, qui était censé garder le secret de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Mais là, Plantard nous fait comprendre la vraie descendance, en fait, dont il est question dans toute cette fable-là. C'est pas la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. C'est une descendance qui remonte à beaucoup plus loin. Rappelez-vous, les fils des dieux trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et ils s'unirent à elles dans la Genèse. Tu parlais du livre d'Enoch, qui est encore plus explicite. Toute une armée, toute une armée d'hommes venus du ciel descendent sur Terre et puis s'accouplent avec les femmes, leur apprennent certaines choses. Enfin voilà, c'est très très surprenant. Et Plantard dit le secret du prieuré de Sillon, c'est ça. C'est ça, c'est ce grand secret-là, c'est-à-dire qu'une partie de l'humanité est issue d'un croisement génétique entre des femmes qui sont nées sur cette terre et des êtres qui sont venus d'ailleurs et qui ont à un moment donné eu des relations charnelles avec ces femmes.
Alors, évidemment, dit comme ça peut paraître très surprenant, mais enfin, pour moi, c'est une vraie interrogation parce qu'il y a quand même ces traditions-là qui sont véhiculées dans la Bible, qui sont véhiculées dans les apocryphes. Mais on a ces descriptions qui sont très étonnantes. Sur un sujet aussi qui est très surprenant, c'est comme si c'était vraiment passé quelque chose qui avait terrorisé les gens à l'époque ou qui les avait impressionnés de façon durable. Quand on regarde chez les auteurs chrétiens la question du voile chez les chrétiennes, parce que la question de est-ce que les chrétiennes doivent être voilées ou pas s'est posée dans l'Antiquité. Et l'argument qui revient souvent, c'est que les femmes en fait sont voilées, non pas pour se dérober au regard des hommes, c'est pas du tout ce sujet-là hein, qui est au centre du truc. C'est pour se cacher des anges, voilà, parce que leur chevelure attire les anges. Il n'est pas question d'hommes séduits par les femmes, il est question de femmes menacées par des êtres qui viennent du ciel. Donc c'est très surprenant. On dit, mais d'où cette peur, elle peut venir? Est-ce qu'il ne s'est pas vraiment à un moment donné passé quelque chose? Alors évidemment, là encore, soyons prudents, je ne suis pas affirmatif. Voilà, non, là on est dans les. Encore une fois, on est dans les hypothèses, on n'affirme rien du tout. Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives tout à fait fascinantes. C'est le pilier de la philosophie de Plantard. Voilà, faut dire les choses. Et des gens qui l'ont précédé, et peut-être des gens qui lui-même le pilotaient. C'est possible aussi. Absolument, voilà, parce que on peut en arriver là. Plantard, c'est la partie émergée de l'iceberg. Comme l'affaire de Rennes-le-Château est la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus vaste, en fait. Il a manipulé des gens. C'est là-dessus que je voudrais finir. Pour toi, c'est plus vaste que Plantard. Il y a des ficelles qui sont tirées et on n'a pas complètement tout identifié encore. C'est ta conviction ou pas? Ah oui, c'est ma conviction, c'est-à-dire que pour moi, on est au début de quelque chose, alors quelque chose qui va être très compliqué à poursuivre parce que évidemment, on part de sociétés secrètes. Je suis pas dans du conspirationnisme là, les sociétés secrètes sont une réalité, ça existe. Il y a des manifestations des fois de sociétés secrètes comme la Rose-Croix, qui est une institution tout à fait fascinante, qui régulièrement et qui d'ailleurs, à mon sens, se connectait au mystère de Rennes-le-Château. Je pense qu'il y a une influence rosicrucienne certaine dans cette histoire-là. Une société d'ailleurs informelle, les nobles chevaliers, c'est-à-dire qui regroupent différents courants de pensée, sans structuration précise, mais qui savent se reconnaître par des signes, et puis qui, à un moment donné, savent créer des mythes. Et je pense que le mythe de Rennes a été créé par une institution de cette forme-là, qui a utilisé Plantard à un moment donné, de façon très claire. Et je pense que ce n'est pas anodin si De Sède, dont on disait tout à l'heure qu'à un moment donné, il s'est détaché de Plantard et qu'il a essayé de comprendre tout seul, quand il publie un bouquin en réaction à cette prise de conscience, l'intitule « Signé Rose-Croix ». Je pense que ce n'est pas anodin. Et actuellement, alors il y a des champs de recherche tout à fait intéressants autour de ça. C'est juste des petits signes, vraiment tout reste à faire. Mais est-ce qu'à l'époque de Saunière lui-même n'a pas été instrumentalisé par une institution de cette forme-là pour bâtir à son insu les bases du mythe à venir? Personnellement, je le crois. Et dernièrement, il y a des travaux qui ont mis alors en avant quelque chose de tout à fait étonnant. C'est la connexion de Saunière avec un certain Clovis Lassalle, qui est un Toulousain, photographe toulousain, et qui, dans les milieux rosicruciens américains, est présenté comme étant celui qui a initié Spencer Lewis, le fondateur de la Morgue, à la Rose-Croix. Alors ça, c'est tout à fait surprenant. De façon certaine, Saunière a été lié à Clovis Lassalle. Les Rose-Croix américains disent que Spencer Lewis, qui a juste mentionné la rencontre d'un photographe au Capitole à Toulouse, eh bien, les milieux rosicruciens américains disent que ce photographe, c'était Clovis Lassalle. On n'en a pas de preuves parce qu'il est censé y avoir une correspondance entre Spencer Lewis et Clovis Lassalle, mais elle n'a pas été fournie. Mais enfin, voilà, il y a des travaux qui vont dans ce sens-là, qui ont ouvert cette porte-là. Et l'affaire n'est pas close, loin de là. Et là, sur Clovis Lassalle, je trouve que c'est une piste fascinante qui a été ouverte par un chercheur qui s'appelle François Delange, qui a publié un petit bouquin sur le sujet. Et voilà, pour moi, c'est une nouvelle piste, une nouvelle voie qui s'ouvre et qu'il faut suivre parce que on sent l'ombre d'une société derrière toute cette histoire. Et je pense que cette société qui était derrière Plantard était déjà là, peut-être sous une autre forme à l'époque de Saunière. Bon, on connaît l'ouverture d'esprit de la Morgue par rapport à la vie extraterrestre. Là-dessus, pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté, donc les choses sont claires. Pour finir, Christian, oui,
pour finir, bah non, pour finir, justement, c'est pas fini, parce que voilà, tu viens de l'évoquer, il y a encore des pistes, il y a encore des champs. Toi, ce livre est sorti il y a à peu près 12 ans. Tu as continué à chercher, tu continues à avoir des informations, des choses qui font que ce que tu as écrit dans Le Secret dévoilé, il y a des informations qui te font dire là, il y a des pans que je referai, ou on est plutôt dans la continuité? Non, on est dans la continuité, c'est-à-dire que le secret dévoilé, je ne le retoucherai pas au niveau du contenu. Ouais. C'est clair, tout ce que j'ai dit, c'est Ça tient. avéré, Ouais. ça tient de la route. Pour moi, voilà, ça trace un chemin. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés après le secret dévoilé? Oui, j'ai trouvé d'autres clés de lecture, hein, notamment sur Pierre Plantard et sur les expériences qu'il a vécues dans la région de Rennes-les-Bains. Là, il y a des choses tout à fait fascinantes qui m'étaient passées à côté parce que je n'avais pas trouvé certaines clés de lecture quand j'ai écrit Le Secret dévoilé. C'est une quête sans fin, en fait, hein, Oui, cette c'est histoire. ça. Hein. C'est ça. Et donc, sur Plantard, il y a eu d'autres avancées, alors que j'ai commencé à raconter dans un livre que j'ai publié quelques temps après Le Secret dévoilé, qui s'appelle Voyage dans la France magique, alors qui n'est pas spécifiquement un livre sur l'affaire de Rennes-le-Château, mais qui commence à Rennes-le-Château, là où s'était arrêté Le Secret dévoilé, en fait. Et donc, j'évoque ces nouvelles pistes plantardiennes et qui nous amènent ailleurs, alors qui nous amènent notamment dans la forêt de Brocéliande, dans l'église du Graal de Trévorentuck, parce que Plantard a été à côté de cette église à maintes reprises et que dans cette église, il y a des choses très étonnantes. Cette église est comme un miroir de l'affaire de Rennes tel que rêvé par Plantard. Donc, j'en décrypte la symbolique dans Voyage dans la France magique. Il y a un autre lieu qui est lié à Plantard dans ce voyage, c'est le château des Avenières en Haute-Savoie, qui est un lieu tout à fait extraordinaire avec une chapelle initiatique couverte de mosaïques qui représentent des lames du tarot, conçue par un théosophe, Hassan Dina, avec son épouse, Marie Filito, qui était une riche américaine qui vivait en France. Et ce lieu-là est tout à fait extraordinaire. Donc oui, la quête continue. Et évidemment, sur Plantard, la difficulté, c'est qu'il va falloir trouver de nouveaux éléments, sans doute, de nouveaux documents. Et que, voilà, j'ai exploité tout ce qui était à disposition concernant Plantard. Ça va être plus compliqué de continuer à plonger sous l'iceberg, en fait, pour voir ce qui se cache en dessous. Mais ce dont je suis certain, par contre, c'est que oui, il y a encore des choses. Moi, je n'ai pas abandonné, évidemment. Il y en a d'autres qui cherchent aussi. Et je pense que progressivement, va sans doute se dessiner quelque chose. Voilà, mais ça prendra encore du temps. Ça prendra du temps, mais l'idée vraiment du Secret dévoilé, de mes autres livres, hein, comme Voyage dans la France magique, c'est de ponctuer un chemin, en fait. Il n'y a pas forcément une idée d'arriver quelque part, mais ce circuit-là, en fait, intérieurement, on accomplit aussi quelque chose. C'est peut-être là-dessus que j'aimerais insister. C'est une enquête historique, documentée, basée sur des faits, sur des sources, voilà. Donc il y a cette rigueur historique qui est là, hein. C'est de l'archéologie, hein, clairement. Il a fallu exhumer tout un tas de documents, de lieux, voilà. Mais c'est pour faire un voyage intérieur aussi, un voyage clairement dans son labyrinthe spirituel intérieur vers une lumière qui est intérieure. Je pense que c'est primordial de rappeler ça parce que c'est une affaire dans laquelle on peut vite s'enfermer aussi dans une quête purement matérielle. Non, c'est le support d'une quête spirituelle qui ouvre sur tout un tas de questions. Alors, ma dernière question, parce que je t'admets que je l'avais, mais j'ai commencé la lecture justement de L'ombre des Templiers. Et ma dernière question, parce que c'est cité dans l'introduction de L'ombre des Templiers, est-ce qu'il est possible qu'une société secrète, discrète, continue à essayer d'insuffler cette vision de la tradition primordiale, en tout cas leur vision de la tradition primordiale, à savoir une vision néo-évémériste du monde, c'est-à-dire effectivement que les anges, Dieu, tout ça ne sont pas une forme spirituelle, mais bien une forme matérielle et extraterrestre. Et ma dernière question, est-ce que, par exemple, un jeu comme Assassin's Creed n'est pas une forme aussi de transmission d'une certaine culture, d'une certaine idéologie par rapport à ces idées-là? Oui, alors oui, j'ai commencé par ce clin d'œil vidéoludique, L'ombre des Templiers, parce qu'effectivement, ce qui est fascinant, c'est que dans ce jeu-là, il y a toute la mythologie ésotérique templière.
C'est une vraie porte d'entrée, en fait, c'est-à-dire que ça familiarise les esprits. Et les initiables, parce que c'est une terminologie, les initiables, c'est-à-dire les gens qui portent en eux cette curiosité, en fait, ce terreau-là, vont y être plus réceptifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir les joueurs de base qui vont s'amuser, et puis il y a ceux qui vont être intrigués parce qu'ils vont découvrir dans ce jeu-là et qui vont s'intéresser à ces sujets. Donc oui, un jeu comme ça peut être une porte sur le mystère. D'ailleurs, jeux vidéo et mystère, il y a eu un jeu qui s'appelle Gabriel Knight 3 qui, à l'époque, a amené beaucoup de gens à Rennes-le-Château. Certains ont découvert Rennes-le-Château à travers ce jeu parce que dans ce jeu, c'était l'énigme de Rennes qui servait de support vidéoludique. En fait, il y avait une reconstitution de l'église de Rennes-le-Château en 3D, du village qui était plus approximatif. Enfin, les lieux étaient reconstitués en 3D. Pour l'église, c'est assez bluffant. Pour l'époque, évidemment, c'est l'évolution des technologies vidéoludiques, comme toute l'évolution technologique actuelle démentielle. Mais voilà, ça a été une porte ouverte et ce type de jeu, oui. Au même titre, d'ailleurs, que les séries télé. Voilà, c'est. Moi, j'ai joué à Assassin's Creed. Oui, d'accord. Assassin's Creed et j'ai joué au premier épisode. Le premier épisode, pour te dire, je me permets parce que cette petite digression, parce que quand même, le premier jeu Assassin's Creed, c'est discret. Bon, sauf qu'à la fin du jeu, tu te retrouves face à un mur avec des symboles et voilà, et on t'explique rien. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais je veux savoir ce qu'ils ont voulu me dire. Tu vois, on est un peu comme à Rennes-le-Château. Je veux savoir, parce que c'est un gros jeu de piste, Assassin's Creed. Sauf que quand tu regardes les cinématiques de fin, parce qu'il y en a eu 1 milliard d'épisodes Assassin's Creed, à la fin, l'épisode de fin, et je suis désolé si vous y jouez et que vous l'avez pas vu, on est purement dans une thèse néo-évémériste où des dieux, c'est-à-dire des extraterrestres, sont venus sur Terre. Et j'ai dit, mais merde, c'est quand même fou qu'un jeu vidéo propage de telles théories néo-évéméristes sans en avoir l'air, en fait, quoi. Tu vois, c'est ça qui m'a... Je me suis dit, mais aujourd'hui, on voudrait divulguer ces théories-là et peut-être essayer, comme tu disais, de trouver des initiables. C'est ce genre de méthode qu'on utiliserait quand même. Oui, mais je pense que la question se pose. Alors, c'est un aspect de l'affaire de Rennes qu'on n'a pas évoqué. Il y a tout un courant de chercheurs qui pensent que certaines œuvres, comme Arsène Lupin de Maurice Leblanc, ont été codées. C'est-à-dire que Maurice Leblanc aurait été un auteur sous influence de milieux ésotériques et que dans Arsène Lupin, qui présente effectivement tout un tas de choses assez étonnantes, il y aurait des messages dirigés vers certains initiés, des cibles, des gens, certaines personnes, qui pourraient les comprendre. Il y aurait la transmission d'un secret, tout comme d'ailleurs, d'après une autre hypothèse, Jules Verne aurait crypté son œuvre en faisant tout un tas de références. Alors juste une chose, il y a le capitaine Bugarach, par exemple, qui apparaît dans un roman méconnu de Jules Verne qui s'appelle Clovis d'Ardentor. Et on peut faire tout un tas de recoupements parce que il y a dans cette œuvre-là, il semble y avoir plusieurs clins d'œil à la région de Rennes-le-Château et au secteur du Bugarach. Donc voilà, il y a cette théorie qui est valable, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une influence des milieux ésotériques sur les œuvres littéraires. J'ai évoqué ces deux auteurs parce qu'ils sont rattachés à l'affaire de Rennes. On pourrait parler de Georges Sand avec certains romans comme La Comtesse de Rudolstadt où il y a toute une dissertation sur la langue des oiseaux. Enfin, voilà, il y a une influence qui est claire des milieux ésotériques sur certains auteurs. Et évidemment, aujourd'hui, le vecteur de distraction, les deux grands vecteurs de distraction, ou 3 grands vecteurs, c'est le cinéma, c'est les jeux vidéo et ce sont les séries télé. Et on constate qu'effectivement, dans ces 3 domaines, il y a certaines œuvres qui intriguent parce qu'elles contiennent des symboles. Alors, tu en as évoqué une. Dans le milieu des séries, moi, je me suis posé énormément de questions sur Lost, la série Lost, alors que j'ai disséqué dans un autre de mes livres là, qui est consacré aux mythes et symboles cachés dans nos séries préférées, qui est paru aux éditions de Bourtin aussi. Qui est toujours disponible, bien entendu, donc n'hésitez pas. C'est clair. Mais Lost, c'est impressionnant parce que là, on est dans une exigence intellectuelle énorme. C'est-à-dire que les auteurs de la série, au risque d'être détestés par certains fans, ont joué la carte de la complexité. On se dit, les séries américaines, on voit bien, heureusement, que le regard change sur les séries américaines on commence à mesurer que c'est des œuvres qui, pour certaines, sont très élaborées et qui sont très riches. Et Lost s'inscrit dans ces œuvres-là. Pour moi, c'est la série. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de références, et notamment à Rose-Croix.
Et j'ai été très étonné par toute la symbolique rosicrucienne de Lost. Bon, je l'expose de façon précise, on ne va pas ouvrir une nouvelle porte dans cette émission. Je l'expose de façon précise dans le bouquin, mais à la fin de mon livre, je pose la question justement, est-ce qu'il n'y a pas des influences, alors sous quelle forme, je ne sais pas, mais sur certains scénaristes pour leur faire placer certaines choses dans certaines séries et véhiculer certains messages. Si on regarde Lost, ça fonctionne parce que franchement, la série est trop riche, elle est trop complexe et elle renvoie à des symboles qui sont tellement pas des symboles, je veux dire, des fois on utilise des symboles comme du marketing en fait parce que ça résonne. Alors je pense à toutes les stars du showbiz, de la musique qui foutent des symboles partout parce que ah oui c'est mystérieux, etc. Lost c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce délire pop là. Non, c'est vraiment des références très ciblées, très précises et d'une richesse spirituelle d'ailleurs assez étonnante. Et donc pour moi Lost pourrait être une série sous influence et sans doute que certains jeux fonctionnent comme ça aussi. Alors, on va finir cette émission parce que les gens pourraient se dire, oh là là, ça dérape. Ce qu'on dit, attention, c'est qu'il y a des messages qui sont véhiculés, pour autant, et quelle que soit l'organisation qui soit derrière, ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais. Hein. Ah non, mais absolument. Voilà, c'est une idéologie qui est portée, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a un fond de vérité. Enfin voilà, c'est important qu'on le dise quand même. Hein, Non, mais c'est important qu'on le dise, et puis c'est important aussi de dire que tout est dans la façon de travailler, parce que là, quand je dis que je décrypte Lost, c'est de façon rigoureuse, en faisant des arrêts sur image, en étudiant les symboles. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de discussion possible là non plus. Enfin, c'est clairement des symboles, le cycle de 108 ans. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à discuter. Voilà. Ce dont il faut se méfier, c'est avec tout le discours conspirationniste actuel, c'est la surinterprétation symbolique de certaines choses, où on va voir le message des Illuminati partout. On n'est pas du tout dans ce délire-là. On est dans de l'analyse textuelle, comme on le fait depuis des décennies dans les milieux universitaires. On prend un texte, on prend une œuvre, on la décrypte par rapport à la culture de ses auteurs. Et avec des méthodes de lecture et d'analyse qui sont très strictes. Hein. C'est pas de la surinterprétation, parce que je vois des publications sur la symbolique dans les films, Matrix ou autres, qui sont complètement délirantes. Hein. Bon, voilà, c'est on n'est pas dans ce trip-là. Non, mais c'est important de le rappeler. On est dans une forme d'analyse. Absolument, non, mais tu as tout à fait raison. Moi, ça me passionne. Hein. Ça me passionne. Assassin's Creed, je le dis, c'est un jeu qui m'a retourné le cerveau. De lire Le Secret dévoilé, j'ai trouvé ça énorme. Mais pour autant, même si c'est super intéressant, super intriguant et super bien foutu, disons les choses, ça ne rend pas l'idéologie de Plantard plus juste parce qu'elle est bien construite. Voilà, c'est une idéologie portique qu'il faut creuser. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être complètement faux aussi. Voilà, c'est ça le. Absolument. Voilà. Oui, ce que le bouquin met en lumière, c'est la fabrication d'un mythe. Exactement. Avec un message qui est délivré à travers ce mythe. Après, c'est à chacun d'avoir le recul nécessaire par rapport à ces affirmations. Je ne dis pas qu'il faut y souscrire. Je dis que moi, ça m'a permis de me poser des questions, que ça m'a enrichi personnellement, que ça a accéléré en fait le questionnement intérieur. Donc je le prends en tant que tel, mais je ne dis pas que la vérité qui est révélée par Plantard est une vérité. C'est un message, c'est une mythologie, c'est sa vision des choses. C'est pas une preuve. Et bon, comme beaucoup de choses que j'avance dans le bouquin, j'insiste là-dessus. Ce ne sont pas des preuves, ce sont juste des indices qui vont tous dans le même sens, mais c'est juste des indices. Et bon, j'aurais tendance à mettre en garde contre les certitudes. N'ayons pas de certitudes. On est une époque qui est devenue extrêmement violente parce que tout le monde a ses certitudes. N'ayons aucune certitude et discutons les uns les autres et ne nous enfermons pas dans des prisons mentales parce que c'est le pire qui puisse arriver à l'humanité en fait. Même si c'est passionnant. Voilà. Hein, encore une fois. Oui, non, mais ça peut être passionnant. J'aimerais qu'il y ait un fond de vérité dans toutes ces idéologies, mais c'est un jeu d'équilibre en fait. Hein. C'est un jeu d'équilibriste. Hein. J'aime bien, c'est la phrase introductive de ton émission parce que c'est ça. Oui. C'est un numéro d'équilibriste et qui d'ailleurs dans certains milieux initiatiques. Enfin, je rebondis sur la chapelle des Avenirs que j'évoquais à propos de Voyage dans la France magique. Hein. C'est ça le message de la chapelle des Avenirs. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un juste équilibre entre la raison et puis l'imagination au sens spirituel du terme. Si l'une est plus forte que l'autre, on se perd. C'est la maison de Dieu, c'est la tour qui s'effondre. Voilà. Donc il faut un juste équilibre entre ces deux polarités solaires et lunaires. Quoi.
Bon, bah écoute, moi, ça me fait très plaisir si notre phrase d'accroche te plaît. Bah écoute, c'est bien parce qu'on l'a écrit cette année pour cette nouvelle saison et je t'admets qu'elle correspond tout à fait à notre état d'esprit. Donc voilà, hein. On est tous des funambules, les adultes. Ouais. Oui, non, vraiment, j'accroche à cette philosophie-là. Je trouve ça très très bien, surtout quand on aborde ces sujets qui sont souvent des sujets où voilà, on va. Passionnant. Voilà. Bon, écoute, c'était une émission vraiment formidable. J'espère très vraiment, j'espère franchement, c'est pas très français, très vraiment, effectivement. J'espère franchement que ça vous donnera envie de lire Le Secret dévoilé. Moi, j'ai qu'un regret avec Le Secret dévoilé, c'est que j'aurais dû le lire il y a beaucoup plus longtemps. Mais bon, voilà. Après, le hasard, l'univers fait que des fois, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, donc il faut pas non plus trop se flageller. Moi, je vous admets que j'ai attaqué la lecture de celui-là. Terrible aussi, je vous admets que les premières pages sont vraiment super enthousiasmantes. Et puis, vous avez tous les livres qu'a écrit Christian, qui a écrit un livre aussi sur les chats, si je dis pas de bêtises. Oui, sur le chat, enfin, pas sur l'animal lui-même, mais sur l'imaginaire du chat, l'imaginaire surnaturel, en fait. Toutes les c'est un extraterrestre, le chat. D'après certains, oui. Les chats sont des extraterrestres. D'après certains, oui, absolument. Il apparaît brusquement comme ça. Ce sont eux les vrais maîtres du monde, je vous le dis. Ça, par contre, je le pense, oui. Oui, parce que quand même, quand tu te lèves le matin, que tu fais la litière, je me dis, bon, quand tu fais la litière d'un animal, c'est que c'est lui le maître. Hein. Il ne faut pas se tromper. Ah oui. Et puis, c'est clairement pas, en plus d'un point de vue biologique, c'est pas un animal domestique, quoi. C'est un animal qui tolère l'homme, ce qui est domestiquant. Et c'est fascinant, le chat. C'est vrai que c'est un beau sujet aussi. Christian, un grand merci pour ta générosité. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, je vous le redis, il y a eu plein de spoils pendant l'émission, mais on a laissé quand même quelques pages plus qu'hallucinantes. Vraiment, je pèse mes mots, dont on n'a pas parlé et dont on vous laisse la surprise. Donc vraiment, lisez le livre, faites-nous vos retours. Et puis Christian, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour des nouveaux sujets, pour qu'on puisse rediscuter ensemble, parce que c'est toujours absolument passionnant d'avoir ces entretiens avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était avec grand plaisir, vraiment. Vraiment, c'est un plaisir et j'espère que vous, en regardant ces émissions aussi, vous prendrez du plaisir. Oui, que je n'oublie pas non plus, vous avez aussi des conférences, ça on l'a pas dit la dernière fois, mais c'est important, des conférences sur YouTube de Terre de Redae, qui est l'association dont tu es président, je crois. C'est ça, ouais. Voilà. Et vous avez également 4 ou 5 conférences, si je ne dis pas de bêtises, justement sur le sujet de Rennes-le-Château. Donc allez les regarder aussi parce qu'elles sont vraiment super intéressantes. Voilà, donc ne vous privez pas et vraiment vous passerez des minutes super intéressantes à regarder ces émissions. Voilà, écoutez, il me reste à vous dire bonne nuit, bonne journée. Bonne matinée, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette émission, mais j'espère que vous la regarderez. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet. Ciao, ciao.